Bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, un petit quelque chose. Comme disent Boris et Romain Paillard, les cofondateurs du Wagon, le Wagon apporte des compétences techniques aux esprits créatifs. Donc là, ici, vous êtes au bon endroit, car on va passer un excellent moment ensemble, parler intelligence artificielle et créativité. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Et dans le domaine de la créativité, il y a une évolution qui s'opère, c'est inexorable. Il y aura des gagnants, des perdants, et ça se passe en ce moment. Avant de démarrer la présentation, je voulais préciser un point. Ce soir, vous n'allez pas voir de grandes formules mathématiques ou des explications des derniers langages techniques les plus pointus. J'ai appris à coder il n'y a pas très longtemps, mais je ne suis pas un grand expert. Par contre, je vais parler dans un axe résolument créatif et enthousiaste avec ces nouvelles technologies qui arrivent. Donc, je m'appelle Olivier Reynaud, cofondateur de la société TIDS, et je suis en train de créer une nouvelle société dans l'intelligence artificielle et la créativité. Pour démarrer, est-ce que ce livre, ça parle à quelqu'un? Le livre dont vous êtes le héros? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, c'était des romans, des vieux romans. En 1941, ça a commencé, ça continue encore aujourd'hui. C'est des romans qui ont une caractéristique d'être interactifs. C'est-à-dire le déroulement de l'histoire dépend des choix du lecteur. Et en l'occurrence, dans ce premier livre de 1941, dans ce premier roman, le livre était écrit en 3 parties, avec à chaque fois 2 branches différentes, ce qui donnait comme possibilité au lecteur d'avoir 9 fins différentes. Et donc là, ça a ouvert la voie aux premières réflexions autour d'un système créatif et avec des réseaux. Tout simplement car nous sommes passés d'un système de branches de fiction, il y a près de 60 ans, à petit des branches de création, à aujourd'hui des réseaux neuronaux avec des branches de creative intelligence et de deep learning. Et donc cette logique, elle a démarré dans les fictions avec le livre dont vous êtes le héros en 1941, mais il existe encore aujourd'hui, qui sont de plus en plus pointus, qui proposent autant de choix, bien plus que vous pouvez voir ici, pour faire des loops infinis, ne pas sortir de l'histoire, ou même découvrir des sorties, des histoires secrètes uniquement si vous avez certains chemins. Et en fait, c'était le début des jeux vidéo et le début des approches créatives liées à l'information et à l'intelligence. Et ça touche pas que les histoires, mais également cette créativité, l'image, le son, la vidéo, et on va y venir tout de suite. Donc là, ce soir, je vais aborder l'intelligence artificielle créative sur 3 axes. D'abord, les origines, d'où on vient. Ensuite, aujourd'hui, quelles sont les plus belles expérimentations d'intelligence artificielle créative que j'ai vues, que je vais partager avec vous ce soir. Des choses vraiment, vraiment incroyables, je pense que peu ont pu voir récemment. Et enfin, on va parler du futur de la créativité. Donc accrochez-vous, le voyage ne fait que commencer. Et donc, il y a longtemps, près de 70 ans, on a été au début de l'intelligence artificielle. Tout a commencé en 1950 avec une première expérimentation avec Alan Turing qui a expérimenté l'intelligence. Donc en fait, il avait créé une expérience où il avait quelqu'un qui était face à un dispositif, un opérateur, et qui, sans qu'il le sache, parlait soit à un vrai humain, soit il entendait des réponses d'une voix enregistrée. Et donc, en fait, on parlait de simulation d'intelligence lorsque la personne n'était pas capable de faire la différence, c'était une vraie personne ou c'était un enregistrement. Et donc là, on était au début les premiers principes de la simulation d'intelligence, des premiers pas, de loin certes, mais des premiers pas par rapport à l'intelligence artificielle. Ensuite, quelques années après, tous ces grands garçons se sont retrouvés autour d'un bon summer project aux États-Unis pour parler de haute technologie et inventer un nouveau terme, celui de l'intelligence artificielle, pour séparer une technologie sur laquelle ils travaillaient et pour ne pas mélanger avec leurs autres recherches actuelles. 2 chercheurs très importants, donc John McCarthy, c'est l'inventeur du terme d'intelligence artificielle, et Marvin Minsky, en haut, avec les lunettes, donc un grand chercheur qui a marqué l'histoire, avec notamment sa mallette de l'intelligence. Donc en fait, dans les années 50, il a été visionnaire par rapport à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle créative qui allait arriver
en fait, en se disant, OK, demain, il va y avoir une intelligence artificielle, mais l'humain est doué d'intelligence, mais doué également de bon nombre de choses très complexes et qui va être extrêmement complexe à simuler avec une technologie, que ce soit les jugements, la réalisation, la vigilance, la conscience, tous ces points, encore aujourd'hui, quasiment aucun ou très très peu ont été craqués. C'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à faire encore. Et donc sur cette base d'intelligence, d'émotion et de choses à craquer dans le futur, regardons un petit peu, regardons dans le rétroviseur en arrière, rapidement sur 70 ans, comment s'est passé au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a eu 3 vagues. La première, c'était les premières recherches. Donc là, c'était vraiment que des grands chercheurs en mathématiques, donc les premières recherches fondamentales avec des résultats comme par exemple les premiers réseaux neuronaux, perceptrons, le robot Elisa qui était un bot thérapeute, donc on pouvait lui parler, vous répondez, ok, je suis pas très bien, ok, voyez-vous des amis. Donc c'était le début du chatbot, c'était il y a très longtemps, c'était déjà hyper intéressant. Ensuite, il y a une période difficile, car malgré les percées technologiques, ça n'atteignait pas encore les promesses commerciales, et donc les investisseurs étaient un peu refroidis, donc ils ont un peu attendu. On a appelé ça le premier hiver de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a une deuxième vague, une deuxième montée en puissance. Donc là, à ce moment-là, bon nombre de grandes sociétés sont mises à créer plein de logiciels, plein d'entreprises pour automatiser des recherches mathématiques, des traductions, etc. Donc ils ont commencé à vendre, donc c'était la nouvelle vague, mais ça n'a pas marché également au niveau... ça n'a pas atteint les objectifs, donc à nouveau, encore un autre hiver, pour arriver ensuite à l'étape où nous sommes aujourd'hui, la 3e vague d'intelligence artificielle avec l'arrivée du machine learning, plus de puissance, du big data, et donc avec des percées technologiques comme on connaît avec les voitures autonomes, avec IBM Watson qui a révolutionné bon nombre de façons différentes, Siri, Google, Alexa. Et donc, là on voit au niveau IA, d'un point de vue technique, ce qui s'est passé depuis 70 ans, mais d'un point de vue créativité augmentée. On entend un petit peu ce terme, mais est-ce que c'est vraiment si nouveau que ça? En fait, pas du tout. La créativité augmentée, ça existe depuis hyper longtemps. J'en veux pour preuve. En 1956, un artiste a créé la première sculpture cybernétique. Donc en fait, c'était un robot autonome avec son cerveau qui se déplaçait en fonction de l'heure, en fonction de la météo, en fonction s'il y avait des objets, et avec une sculpture qui tournait sur elle-même, et donc reflétant la lumière, les couleurs d'une certaine manière. Donc c'était une œuvre d'art innovante, complètement robotisée. Et donc il a ouvert la voie il y a très longtemps, donc c'était vraiment un fou. Et d'ailleurs, peut-être que certains l'ont découvert au Petit Palais cet été, à l'exposition Artistes et robotique. Donc vous aurez pu le voir en vrai. Et ensuite, il y a encore eu d'autres créations augmentées. Alors si on fait un petit saut 50 ans plus tard, avec un artiste, Patrick Tressé, qui lui dessinait énormément, créait beaucoup de choses, et suite à un événement, il était contraint de ne plus pouvoir créer lui-même. Donc là, il s'est littéralement augmenté lui-même, donc il est devenu un artiste augmenté. Donc il a créé un système où il y a une caméra, on voit, qui observe des objets, et un bras qui redessine. Donc là, on est sur l'intelligence artificielle, sur la reconnaissance de vision, parce qu'il voit l'objet, il dessine, il fait sa propre interprétation. Voilà, ça se passe tout seul, je crois, ça se passe de commentaires, c'est assez incroyable. Et puis le petit robot, il va jusqu'au bout, après avoir fait la tête de mort avec les objets, carrément, il fait la signature de l'artiste, tant qu'à y être. Donc c'est assez incroyable. Cet artiste l'expose toujours, donc c'est assez ouf. D'autres créations, toujours, on voit les petits robots autonomes qui, eux, sont reliés entre eux, communiquent entre eux, ont un crayon, et donc tous ensemble, par rapport à leur position, etc., créent une œuvre commune, voilà, avec des cercles, des couleurs, donc ils changent les crayons, etc. Et après, ça fait des grands tableaux. Donc, de la robotique, un peu d'IA, au niveau reconnaissance de lieux et de communication entre les robots. Donc là, on a vu plutôt de l'art et de la robotique. On va se reconcentrer maintenant sur ce que j'adore, qui est plus le digital, et donc l'intelligence artificielle créative dans le monde digital. Et donc là, on a eu vraiment
on a vraiment senti une accélération depuis 2010 avec le machine learning et le big data. Et donc, ça nous amène à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au niveau intelligence artificielle créative, il y a énormément d'expérimentation. Pour ceux qui sont dans le sujet, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle percée créative, une nouvelle percée technologique. Donc on vit vraiment un moment extrêmement excitant. Et donc, cette période, pour moi, on est clairement dans une... tout le monde est d'accord pour dire qu'on est globalement dans une nouvelle révolution industrielle, globalement avec l'IA, mais pour moi, je vais plus loin, c'est une révolution industrielle, une révolution dans la créativité, tout simplement. Si on regarde en arrière les différentes révolutions, pour faire vite, il y a eu les machines à vapeur, il y a eu l'électricité, il y a eu Internet, et aujourd'hui, on est sur une révolution cognitive. Et si on regarde les caractéristiques d'une révolution cognitive, c'est comprendre, raisonner, apprendre et interagir. Ça, c'est les clés d'un artiste, d'un créatif. Il comprend, il raisonne, il apprend les choses et il interagit, il crée lui-même. Donc on est sur ces bases et aujourd'hui, ça se passe vraiment maintenant. Certains journaux d'ailleurs s'amusent à dire que c'est la fin du code maintenant et que bientôt on ne programmera plus, on apprendra aux ordinateurs à coder eux-mêmes. Ça c'était en 2016, le magazine Wired, et c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de développeurs qui sont dans ces technologies d'intelligence artificielle et pas que, ont développé des technologies qui codent eux-mêmes. Et donc certains, ils ont un tiers de leur code qui se génère tout seul. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Il se met par la porte lui-même, il se vole son propre job. Mais non, pas du tout. Ça permet à l'ingénieur, et on verra après par l'artiste, de se concentrer sur son job, d'aller à l'essentiel, et donc de processer les tâches de base, les choses simples, et donc lui, de se concentrer vraiment sur du beau code ou des beaux challenges. Et donc, cette révolution collective, elle sera absolument collaborative, donc une collaboration entre l'artiste et le robot, plutôt l'artiste et la technologie. Donc c'est seulement ensemble, nous arriverons à dépasser tout cela en apprenant la technologie, en l'entraînant, etc. Donc c'est une vraie collaboration qui va se mettre en place. Et donc pour ça, moi clairement, ça marque un vrai retour à la créativité. Si vous voulez, depuis les 30 ans d'Internet, on peut résumer à vraiment Internet, c'est depuis 30 ans de manière très connue. Pour moi, on a été sur les 30 glorieuses des ingénieurs, qui étaient les superstars. D'ailleurs, ici, il y a un paquet de superstars. Mais aujourd'hui, les temps évoluent. Il y aura toujours des experts, et de plus en plus en ingénierie. Mais on marque aujourd'hui un grand retour à la créativité, car je ne parle pas forcément de faire des choses belles, mais par l'user experience, par l'idée de l'ingénierie et de la technologie, alors on fait toute la différence. Donc on est vraiment sur un grand retour à la créativité, et technologie et créativité, c'est la révolution de demain. La révolution vraiment d'un point de vue entertainment. Et donc on arrive à une IA avec une distribution totale, une distribution créative totale. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va révolutionner le monde créatif d'un point de vue aussi bien concept, idée que artistique, abstrait, que les sons, les musiques, les photos, les vidéos. Et là, on arrive à quelque chose qui va me faire très plaisir. Je vais vous présenter toutes mes petites trouvailles que j'ai trouvées ces dernières semaines. Tout ce qui vraiment, moi, m'a vraiment impressionné d'un point de vue IA créative. Donc, en 5 points que je vous ai décrits, les idées, la création, les sons, les photos et les vidéos. On commence de suite avec, aujourd'hui, une IA arrive à générer des idées originales. Regarde, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a une société japonaise qui a créé un directeur créa, mais robotisé, c'est littéralement un robot, leur directeur créa, qui là, vous allez voir, fait une proposition créative de publicité pour une marque. Et donc là, ils lui ont proposé le brief et le robot lui-même a interprété la pub. Je vous laisse découvrir. AICD ベータに入力して、出てきた結果が、こちらになります。
Donc là, 野 ils sont chez 生 le client. を歌物で都会的なトーンで浄化を印象づけて解放を感じさせろ。 Et ça, c'est ce qu'a écrit le robot. いかがですかね。そうですね。正直想像以上に芯をつくディレクションだと思いました。 Voilà, donc là, aujourd'hui, les robots, d'ailleurs, on voit, ils ont amené littéralement le robot dans la salle de réunion pour le résultat avec le client, pour matérialiser que c'est pas que du bluff, c'est pas du bluff, c'est pas juste du code, non, c'est de la créativité augmentée tout simplement. Et donc, on arrive à générer des idées originales, on arrive aussi avec une IA à générer des nouvelles, des romans. Donc là, quelques petits exemples. Alors, peut-être, je pense, d'ici quelques mois, quelques années, on trouvera des romans générés par une IA qui seront en vente chez la Fnac ou Amazon. Pas encore, mais je pense que ça va arriver assez vite. Donc, il y a déjà des reboots de Harry Potter, Seigneur des Anneaux qui ont été faits avec une IA. C'est assez intéressant, ça démarre. Donc, on est sur le principe de storytelling. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est au niveau de l'analyse des mots, tout ce qui est le Natural Language Processing. Donc, c'est une technologie hyper passionnante. Ensuite, on arrive à une autre expérimentation très intéressante. Il y a 2 ans, donc une IA qui a eu comme job de générer un script pour un court-métrage. Donc un script qui comprend l'histoire, tous les textes, également le choix des costumes, tous les détails. Et donc après, le réalisateur a pris des acteurs et ont joué exactement ce que l'IA a proposé. Et le résultat est assez loufoque. In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. It's something I can do. Ooh. Huh. What do you mean? Well, I don't know anything about any of this, so... Then what? There's no answer. Voilà, donc là, on a un exemple très clair que l'intelligence artificielle n'a pas de conscience, n'a pas conscience d'elle. Donc aujourd'hui, nous humains, on est surpris, on est déroutés des fois de voir ce qu'elle génère. On ne comprend pas, parce qu'en fait, une IA n'a aucune préconception. On peut faire toutes les formules out of the box possibles. Et là, en l'occurrence, pourquoi pas recracher un œil. Enfin, pourquoi pas, nous on trouve ça étrange, mais lui, ça lui s'est dit, mais pourquoi pas. Donc on est sur des pistes, alors pourquoi pas Disney ou Netflix, ça va les aider pour certaines recherches de scénarios. Donc des pistes très intéressantes. Ensuite, on est sur une deuxième type d'IA que j'adore, c'est de la musique et la génération de son. Donc là, on a une expérimentation vachement intéressante avec le robot Bach. Donc il y a 2 ans, un algorithme qui a réussi à générer ses propres interprétations de compositions de Bach. Donc en fait, on lui a fait écouter, on lui a fait apprendre toutes les compositions de ce musicien. Et ensuite, on lui a demandé, OK, fais tes propres interprétations de Bach. Et là, les musicologues, aujourd'hui, quand ils écoutent, ils ont du mal, sincèrement, à faire la différence entre du Bach et du robot Bach. Une petite écoute. Daft Punk, ça aurait été encore mieux, je pense. Donc là, un autre exemple d'une boîte française qui s'est concentrée depuis plusieurs années sur la génération de sons synthétiques, de synthèse et de musique pour les films et pour les jeux vidéo. Et un de leurs plus beaux faits d'armes, c'est que pour le film Django Unchained, c'est eux qui ont généré une bonne partie des effets sonores, tels que le vent, des bruits de sabots, etc. etc. Donc, ouais, en France, on fait des boîtes dans l'IA carrément sympa. Et donc ça, c'est audio gaming. La musique, c'est pas eux, mais par contre, il y a certains bruits, comme celui-ci. Voilà, je vous invite à retourner voir le film. Et quand vous entendrez un petit peu de vent, vous saurez que c'est eux, parce que enregistrer du vent, c'est extrêmement complexe, donc c'est pour ça que générer
de manière des sons de synthèse au niveau du vent. C'était une prouesse technique qui était réalisée. Ensuite, une autre boîte française, toujours dans l'intelligence artificielle, dans la musique, qui eux génèrent des musiques originales, des interprétations uniques sur les bases de montage, de films, etc. Et donc la musique se compose en fonction de l'image, du rythme, etc., des couleurs, de ce qu'on voit, etc. Donc c'est très intéressant. C'est une boîte française qui est en train de cartonner, avec notamment dedans André Manoukian. Donc boîte sympa. Vu qu'aujourd'hui, de plus en plus, on génère de l'art, on génère de la photo, on génère de la vidéo, générer du son pour accompagner, c'est extrêmement important. Et comme on sait, dans bon nombre de films, le wow factor, au niveau de l'émotion, c'est la musique. Donc une musique punchy et qui s'accroche bien par rapport aux images, ça vous embellit, tout simplement. Troisième partie. Donc une IA pour dessiner, créer de l'art, des choses complètement folles et artistiques. Donc assez récemment, Google a créé un petit logiciel accessible en ligne, s'appelle QuickDraw, où en fait il reconnaît vos dessins. Donc je me suis amusé avec, et voilà ce que ça donne. Donc là il me dit ok, dessiner un parachute, très bien. Et là je joue avec l'IA. Je vois ligne, ou brosse à dents, ou chaussures. Je vois pain, ou chapeau, ou hamburger. Oh, je sais, c'est parachute. C'est carrément sympa. Bon là, pour le carré, c'était un peu Je plus vois simple. ongle. Oh, je sais, c'est carré. Dessiner une cacahuète. Je vois nez, ou lune, ou collier. Je vois pastèque, ou chaussures, ou steak. Oh, je sais, c'est cacahuète. Bon, pour les petits traits pour la cacahuète, je l'ai inspiré a priori. Donc après, une autre technologie hyper intéressante, encore de Google, Deep Dream Generator. Donc là, eux génèrent des images complètement psychédéliques. Donc ça se passe de commentaires, je vous montre. Là, on dirait qu'on a pris du LSD ou je sais pas, c'est limite flippant. On va me dire, mais à quoi ça sert ça en fait? En fait, quand il y a eu ça, il y a eu plein d'artistes qui se sont dit, mais oui, ça leur a ouvert des nouveaux champs créatifs. Et donc, ils ont pu faire des choses vachement originales. Un exemple très concret, le clip de MGMT, When You Die. Je vous invite à le voir en entier chez vous, parce que c'est une prouesse technologique, c'est assez incroyable. Et donc, à travers ces expérimentations, il y en a une autre que je vais vous montrer, qui a été pour moi une vraie révélation de comment un artiste peut s'accaparer la technologie et créer quelque chose d'extrêmement poétique. Donc là, ce que vous allez voir, à gauche, c'est des objets que l'artiste va manipuler. Et en fait, il filme ça avec une simple webcam.
et à côté, il réinterprète avec la technologie de Deep Neural Network à travers des features comme par exemple la mer, le feu ou les fleurs. Juste un chargeur. Above me, the bell tolls for me, and the wind whispered, never, but you I have loved you, and I bless you forever. Last of all Sunday. C'est vraiment magnifique, je trouve. Et ce que ça résume, c'est qu'avant, notre créativité était limitée à notre intelligence, et aujourd'hui, elle n'a plus de limite parce qu'elle est limitée à la technologie. Et elle explose constamment. Donc, c'est vraiment que le début de ce genre d'expérimentation créative. Enfin, on arrive à quelque chose que j'adore, c'est tout ce qui est visuel. Je suis très visuel. Donc là, les IA pour générer des images. Il y a une petite boîte française qui s'appelle Miro. Je ne sais même pas si Guillaume il est là ce soir, qui eux sont spécialisés dans le traitement d'images grâce à une intelligence artificielle. Et alors à quoi ça ressemble? En fait, ils arrivent à prendre des photos et les traiter. Là, on voit par exemple, c'était une photo d'une petite maison, photo avant, photo après. Donc la ligne d'horizon, tout est refait, les perspectives, les lumières, etc. Et ça en une fraction de milliseconde. Photo d'un repas, ok, tout est changé, même la texture de la table, vous voyez, le plat est plus intéressant, etc. Photo de reportage. Donc là, on voit la photo, elle tire un petit peu dans les rouges, les détails sortent pas trop, c'est un peu flou, etc. Et là maintenant, ok, c'est rééquilibré et l'image là, elle claque. Donc c'est une boîte qui marche super bien d'ailleurs. Et au niveau IA et au niveau réseaux neuronaux sur la photo, ils font des prouesses carrément sympathiques. Donc ça, c'est Miro. Ensuite, dans l'image, aujourd'hui, grâce à l'IA et l'apprentissage, on arrive littéralement à voir dans le noir. Donc comment ça se passe? Tout simplement. Let's have a look at some more results. These look almost too good to be true, but luckily, we have a paper at our disposal, so we can have a look at some of the details of the technique. It reveals that we have to use a convolutional neural network to learn the concept of this kind of image translation, but that also means that we require some training data. The input should contain a bunch of dark images. These are the before images. This can hardly be a problem, but the output should always be the corresponding image with better visibility. These are the after images. Là, je vous laisse imaginer dans votre prochain iPhone ou Samsung, c'est directement ce que vous aurez pour faire des photos magnifiques, même quand il fait noir. Donc ça, en fait, ça marche tout simplement en analysant énormément de données, d'images, des situations, et face à un grain, il arrive à l'interpréter de manière plus intelligible pour nous humains, selon nos codes, parce que c'est nous toujours qui fixons les codes pour une intelligence artificielle. Ensuite, quelque chose qui m'a vachement impressionné, c'est NVIDIA, ils font des choses assez incroyables, en plus des cartes graphiques bien entendu. Donc là, ils ont proposé récemment une technologie de reconstruction d'images. Donc là, ce que vous allez voir, en temps réel, la personne va s'amuser à enlever plein d'éléments du visage et à côté, l'intelligence artificielle va reconstruire avec les informations qu'elle comprend. Parce que sur un visage, en fait, il y a des points clés. Il y a les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, etc. Donc elle interprète, l'IA, qu'est-ce que c'est qu'un visage, qu'est-ce qui a été retiré et comment reconstruire pour être dans quelque chose de cohérent comme nous lui avons appris. Voilà à quoi ça ressemble.
roule plutôt pas mal parce qu'il a été sacrément améoché. Donc là, on voit les opportunités au niveau de reconstruction d'images, c'est hyper intéressant. Quelque chose qui a l'air là comme ça extrêmement simple, donc c'est juste une image cette fois, c'est Microsoft a proposé récemment de la génération d'images complète. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Microsoft AI Image Generator, donc l'IA a appris, dans le cas par exemple d'oiseaux, a visionné, a appris des dizaines de millions de photos d'oiseaux pour comprendre un oiseau, comment c'est, ok, il y a le bec, il y a les pattes, il y a les plumes, différentes formes, etc. Donc à partir de là, ensuite, on demande à l'IA, ok, crée-moi un oiseau jaune et noir. Et là, alors, l'IA crée sa propre interprétation d'un oiseau, comment lui, il voit, en se basant sur sa connaissance, qui est plus importante que celle d'un humain, c'est-à-dire que lui connaît très bien des dizaines de millions d'oiseaux. Et donc lui, il est capable de dire, je vais créer un oiseau unique au monde, parce qu'il connaît tout, il est omniscient. Et donc là, il génère un oiseau. Et donc c'est assez intéressant, parce que dans cette génération, il y a des choses faciles à faire, des choses compliquées. Alors, un oiseau, les parties volumineuses, c'est assez simple, le corps, la tête. Les pattes, par exemple, bon, maintenant, ça a fait des progrès, mais il y a quelque temps encore, vu que c'est assez fin, une intelligence artificielle, des pattes d'oiseau, bon, nous, on sait que c'est fin, mais lui, il n'a aucune préconception. Donc, des fois, on voit des artefacts sur les pattes d'oiseau, c'était gros comme des poteaux, mais normal, parce que l'IA ne savait pas, donc il a fallu corriger au fur et à mesure, lui apprendre un oiseau, ça a des pattes qui vont pas plus larges que ça, etc. Donc, l'IA fait vraiment ce qu'on lui demande, et on apprend, on enseigne toujours à l'intelligence artificielle comment créer les choses. Là, on arrive maintenant à la génération de vidéos, un domaine que j'apprécie, que j'aime particulièrement. Donc, pour commencer, avec IBM Watson, qui est un des pionniers dans le monde de l'intelligence artificielle, on s'était amusé, il y a 2 ans, à générer un teaser de film pour un film de science-fiction qui s'appelle Morgan. Donc, en fait, pour faire ça, en plus d'avoir reçu, bien entendu, l'intégralité du film en version longue, ils ont analysé, leur intelligence artificielle a analysé énormément de films de science-fiction, des polars, des films d'action, etc., pour comprendre les moments d'action, ça monte, ça descend, etc. Et à partir de là, ok, il a généré un trailer avec une montée en puissance, avec des bons cuts, avec un choix d'images. Donc en fait, il y a vraiment de la reconnaissance d'images, de scènes pour scénariser quelque chose qui tient la route. Et donc voilà le résultat. Its first birthday. It exceeded our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. You have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay? Don't what? Don't you go down there, Skip. Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother. Donc là, avec cette expérimentation, les opportunités de divertissement sont infinies. On peut imaginer par exemple sur Netflix, vous avez remarqué, ils font des mini-teasers pour les séries pour donner envie. Ben, on pourrait imaginer que ces teasers seraient adaptés à vous, à ce que vous avez regardé, à vos goûts, etc., pour vous donner encore plus envie de regarder Casa de Papel ou un documentaire. Donc ça, c'est vraiment concret, ça se passe en ce moment. Également, en termes de vidéo, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est une technologie qui a été mise en laboratoire pour anonymiser les visages. Donc ça, c'est notamment utile au niveau sécurité pour les caméras, etc. Mais ça peut laisser des opportunités créatives hyper intéressantes. Je vous en donnerai quelques-unes après. Donc là, l'original est en haut à gauche et en haut à droite. Tous les traits ont été modifiés pour qu'une IA de reconnaissance de visage puisse dire « Ok, à 100%, ce visage n'existe pas dans les bases ». Et donc, on voit même en pleine action, avec des objets dans la bouche, en mouvement, ça arrive à faire des choses. Alors bien sûr, on voit des fois c'est un peu moche, etc. Mais ça apprend. Ça apprend, l'IA apprend quotidiennement.
Et donc, d'un point de vue créatif, ce genre de choses, ça pourrait servir, par exemple, vous, photographe ou caméraman, vous avez besoin de filmer une scène à New York ou un endroit où il y a du monde. Naturellement, il faut des autorisations, ou c'est compliqué pour des droits, etc. Ben, grâce à l'anonymisation, ben, en fait, toutes les personnes que vous filmez n'existent pas d'un point de vue identité. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, les idées sont retrouvées encore d'un point de vue créatif, toujours et toujours. Ensuite, une autre vidéo qui m'a bien inspiré, c'est la vidéo sur le deep vidéo portrait. Donc là, je pense que vous avez dû voir des exemples autour de visages qui ont été swappés sur d'autres personnes, etc. Ça fait un peu la presse. Là, si on regarde un peu plus techniquement, comment ça se passe? Note that our approach only requires a few minutes of Nous avons training une data for source, the target actor, and ça thus crée can des even be conditions applied to d'image, internet video et footage. après on arrive à mapper The reenacted un output résultat videos have a high level of realism. avec les expressions. In addition to the head pose, the source actor can also control the facial expressions and the eye motion, including eye blinks. Et donc là, dans les perspectives, on peut s'imaginer tout simplement qu'un acteur, il pourrait tourner 1000 films en même temps. En fait, il y aurait 1000 autres acteurs qui tourneraient ces scènes, et l'intelligence artificielle apprendrait de tous les films de Leonardo DiCaprio, et donc mettrait son visage, son corps de partout. Des nouvelles opportunités créatives, toujours. Un autre exemple, avec les dessins animés cette fois. Donc là, une IA capable de générer un script. Donc là, cette IA, on lui a donné tous les dessins animés Flintstone. Donc là, il a analysé toutes les scènes. Ok, il y a un petit dinosaure, ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de faire ça. Et à partir de là, on est maintenant capable de dire, ok, génère-moi une petite scène où un tel et un tel sont assis à une table dans une cuisine, où un tel marche avec un chapeau. Et donc, à partir de tous les épisodes, il génère des bouts de scène. Alors pour l'instant, en effet, c'est petite résolution, c'est un peu cracra, etc. Mais ça ouvre la voie, ça ouvre la perspective. Pour les créateurs qui ont certaines idées, ça donne des possibilités, ça donne des opportunités. Et donc, je vous donne un autre exemple, un peu plus parlant, parce que là, c'était un peu moche. Alors, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais pour certains, on pourrait faire un raccourci très rapidement. Il y a un jeu vidéo qui est sorti, Dragon Fighter Z, c'est Dragon Ball Z, si certains connaissent dans la salle. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé une technologie graphique et 3D absolument magnifique. C'est plus beau que le dessin animé. Et donc, à partir de là, étant donné qu'on est capable aujourd'hui de générer des scripts, on pourrait générer des épisodes de Dragon Ball Z à l'infini. Voici le résultat. C'est un peu plus punchy. Ça, c'est pas le dessin animé, c'est le jeu vidéo, c'est la 3D. Voilà, quand le jeu est plus beau que le dessin animé. Donc imaginez maintenant tous les dessins animés pour les enfants, pour les grands enfants, des épisodes générés à loisir en fonction de vos kiffs. Moi je dis que je suis preneur directement. Enfin, une autre technologie très récente, toujours Nvidia, ils sont extrêmement bons, ils ont des créateurs, des ingénieurs absolument ouf. Donc là, ils ont proposé une technologie pour générer des super slow motion. C'est-à-dire sur une vidéo avec un frame de 60 images secondes, ils sont capables ensuite de générer un slow motion de 480 images secondes. Donc en fait, ils génèrent toutes les interprétations d'images entre chaque. Et le résultat est tout simplement bluffant. Là, c'est l'original. Et à gauche et à droite, les résultats. Donc là, les opportunités, notamment pour le sport, également pour les films et séries, c'est juste incroyable maintenant ce qui est possible de faire.
Un autre exemple extrêmement récent qui m'a vraiment impressionné, c'est la capacité aujourd'hui d'une IA d'apprendre une vidéo, puis en générer une nouvelle interprétation. Donc là, en fait, ce que vous allez voir, à l'origine, on a filmé des scènes, donc quelqu'un en train de conduire. Donc cette scène a été simplifiée, donc avec juste des formes, des silhouettes, et ensuite l'IA génère sa nouvelle propre interprétation absolument neuve de ce qui a été filmé avant. Input video, for example, a video of semantic segmentation maps, our network transforms it into a photorealistic video as shown here. Note that the frames are temporally smooth. Starting from a video in some source domain, this technique synthesizes a new video in a target domain using a learned network. This gives us new tools for higher-level video manipulation and synthesis. La suite va être assez bluffante. In addition to synthesizing street scenes, we show our network synthesizing videos for other domains. For example, our network can transform edge map videos to videos of human faces. Here we show some examples of synthesized people talking. Another example, we can synthesize videos of humans moving, given pose information. For example, we can generate videos of people dancing. Using estimated poses as an intermediate representation, we can transfer dancing motion from one person to another person. Note that even the shadows are consistent with the subject. Notez jusqu'au détail des ombres, parfaitement bien restituées. Un autre exemple sur cette technologie que je trouve vachement sympa, où là on a repris des personnes dans des clips et on les a adaptés sur des gens normaux qui se mettent à danser super bien. Got it if you want it, said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining. Ça se passe de commentaires, c'est complètement bluffant. Et ensuite, une dernière expérimentation absolument complète. Donc là, l'IA, elle a tout fait. Elle a généré le scénario, elle a généré les textes pour les acteurs, elle a généré les musiques, elle a généré les voix, elle a même généré les visages mappés sur des scènes existantes. Et comme élément de base, la technologie a appris de plein de vieux films en noir et blanc, et à partir de là, l'IA a généré son propre film. Alors vous allez voir, c'est un peu particulier, mais ça donne une perspective sur le futur carrément intéressante. They wanted to call it Adam? Seriously? Well, sure. The only way I can find out where this is from, this thing won't stop. Oh, yeah. There must be some business in my compass. Les dialogues sont un peu bizarres des fois. How do you know what happens to that guy? I'm doing it for you. Are you sure you need a problem? I'm not certain. I don't remember the loss of a substance. You can't do that. We're gonna have a completely pressure tape. I think we're about to go to the ship. This is business. I'm here to help you in 6 months. I don't understand. That's enough. This is incredible. What do you mean? Voilà, ça patauge un peu. Le prochain Avatar, ça va pas le faire avec cette techno, mais déjà là, ça donne une perspective complètement incroyable. Et donc ça se passe en ce moment. Et comme ça, vous en avez
tous les jours. On vit vraiment une période incroyable. Ça, c'est aujourd'hui, et demain, ça va être encore plus incroyable, car on arrive vraiment sur le futur de la créativité grâce à l'IA. Et alors, il y a une question que beaucoup de créatifs se posent, parce qu'on est capable de générer de la photo, de la vidéo, etc. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que l'IA va nous voler notre travail? La réponse est non. Non, pourquoi? Car pour moi, et je ne suis pas le seul à penser ça, on va créer un monde meilleur pour les créatifs. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux créatifs d'aller plus loin, d'explorer de nouveaux terrains créatifs. Ça va leur permettre de travailler moins sur des tâches laborieuses et de se concentrer plus sur des choses extrêmement créatives. Donc d'aller plus loin, d'explorer de nouveaux endroits. Donc on va arriver sur un monde meilleur pour les créateurs. Et pour vous résumer ça en 3 points, tout d'abord, on va évoluer vers une intelligence artificielle éthique et responsable. Donc, bien entendu, ça va permettre des opportunités pour les entreprises, pour les startups, pour créer plus d'entertainment, plus d'innovation, etc. Mais surtout, ça va permettre la création d'énormément de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers vont être autour de toutes ces technologies qui aujourd'hui sont comme des enfants, n'ont aucune préconception, font les choses un peu de travers, tombent, il va falloir leur apprendre. Et vu que le terrain il est illimité, les métiers seront également illimités. Et donc pour regarder quelques noms, si ici il y a des responsables de ressources humaines, voyez quelques titres de jobs que vous allez devoir poster et chercher dans quelques temps. Donc on aura plus tard des algorithm designers, des creative intelligence engineers, des data collectors and trainers pour entraîner sa data, des coachs en data, des creative data scientists, des AI art directors, des art scientists. Donc là, on est vraiment sur un lien entre la créativité et l'ingénierie. Et donc, on est sur une révolution industrielle. Donc, des anciens métiers vont s'arrêter, mais d'autres vont se créer. Au même titre qu'il y a à peu près 30-40 ans, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, les premiers logiciels d'infographie, de LuxPaint, etc., et ensuite Adobe, eh ben, la personne qui restait accrochée à sa planche à dessiner traditionnelle, ça a été difficile pour cette personne, à moins qu'elle continue à faire juste pour des personnes qui apprécient ce travail fait à la main. Mais aujourd'hui, en un coup de crayon, en un coup de souris, on arrive à générer des effets, etc., rouvrir un dessin, etc. Enfin, quand je pense, je faisais de la BD quand j'avais 12 ans, et à cette époque-là, donc il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, on faisait tout d'un trait à l'encre de Chine. Aucune erreur, c'est une erreur, on balance 4 jours de dessin. Aujourd'hui, on scanne, on modifie, c'est sans foi ni loi, mais justement, ça permet plus de créativité. Et donc, on est constamment sur de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités, et on va toujours créer, car la technologie est sans limite. Et donc, vous allez me dire, mais comment on cadre tout ça? Qui sont les personnes qui vont éviter qu'il y ait des dérives? Là, on parle d'IA et de créativité. C'est assez safe, mais si on parle d'IA et d'armement ou de santé, aussi bien il peut y avoir un président fou ou un milliardaire ou les deux, qui décide de mettre la grosse pagaille. Et en fait, il y a beaucoup de grands entrepreneurs, de scientifiques, de philosophes qui se sont rassemblés, et également d'acteurs, pour réfléchir ensemble et mettre la pression sur des principes d'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Donc là, on reconnaît par exemple, il y a le fondateur de Skype, il y a Elon Musk, il y a feu Stephen Hawking, il y a Morgan Freeman. Et donc, ensemble, réfléchissent aux principes de l'intelligence artificielle pour ensuite aller voir les banques, pour ensuite aller voir la DARPA, pour ensuite aller voir Dassault, etc., pour leur dire ça, non, ça, non. Et donc, ils travaillent depuis des années à mettre en place des lois pour que cette révolution industrielle profite à tous. Et quand je dis profite à tous, on arrive à un deuxième point extrêmement important. Cette IA va augmenter les conditions de l'homme, va augmenter notre confort. Et le but, et c'est le but de tous ces philosophes, de tous ces entrepreneurs, c'est que ça profite à tous. Qu'on n'avance pas sur quelque chose à 2 échelles, qu'il y ait des personnes qui soient super augmentées et des gens qui deviennent encore plus super pauvres. Non, le but, et on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est le but propre à tous ces entrepreneurs, à ces philosophes et ces créateurs d'entreprises, que l'IA, cette technologie, profite réellement à tous. Donc ça, c'est un but très très important dans le domaine de l'éthique et de la responsabilité autour de l'intelligence artificielle. Et enfin, bien entendu, cette révolution
va créer une réelle augmentation de la créativité. Avec, déjà, il va y avoir une augmentation de la créativité car il y a plus d'opportunités. On voit par exemple après le clip de MGMT, l'artiste qui génère des scènes un peu psychédéliques avec le feu, etc. Donc c'est que le début, c'est vraiment sans limite. Donc on a un potentiel de création illimité. Ensuite, ça va permettre de décrypter de plus en plus d'idées, d'émotions. Donc là, on est sur un challenge incroyable à relever, arriver à décrypter qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment générer une émotion chez un humain. Donc là, il y a énormément de boulot. Ensuite, en fait, avec tout ça, ça va ouvrir tout simplement un nouvel horizon créatif pour tout le monde, les créatifs et également les ingénieurs et toute autre personne. Et enfin, ça va permettre tout simplement de se remettre au boulot, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, un tiers ou la moitié du boulot qu'on fait est ingrat ou inutile ou correspond à 5% de vos capacités. Et donc, vous fatiguez sur les tâches ennuieuses, etc. Et donc, cette IA, pas seulement que créative, s'adossera à vous et vous supportera. Par exemple, j'ai pris l'exemple des ingénieurs qui aujourd'hui génèrent une partie de leur code, donc ça leur permet de se concentrer sur des choses plus passionnantes. Également pour des créatifs, ils vont lancer des batchs de création sur des choses, etc. Ok, génère-moi une idée. Pendant ce temps, moi, je m'acharne sur ce petit détail que j'adore, c'est mon petit péché mignon. Donc, tout le monde va pouvoir aller à l'essentiel. Et donc, il va y avoir un saut de qualité, mais dans tous les métiers, pas que la créativité. Ensuite, dans le futur, ce qu'on vise, c'est de développer une intelligence collective. Donc, dans les prochains objectifs de l'intelligence artificielle, il y a quand je dis faire une vraie collaboration homme-machine, c'est d'éviter d'être dans une domination, éviter dans une domination et d'être réellement dans une participation, dans une collaboration homme-machine. Donc là, on a tous en tête des films comme Terminator, Skynet, etc. Donc non, l'IA, elle est construite par l'homme et nous l'entraînons quotidiennement. Ensuite, la proportion des femmes dans les groupes liés à cette intelligence sociale doit augmenter car vous, mesdames, vous avez une qualité à la perception sociale bien plus importante que l'homme et des preuves scientifiques depuis des décennies montrent que votre apport dans l'intelligence artificielle est incroyable. Donc il faut encore plus de femmes dans les technologies. Et enfin, il faut que ce soit inclusif, que tout le monde y participe et que tout le monde en bénéficie. Donc là, on parle de l'homme, mais les machines aussi vont avoir des gros challenges et ça va être très compliqué. Très compliqué pour les machines de percer certaines choses. Donc déjà, pour les machines, une tâche, mais qui peut paraître bête, c'est de travailler sur des petites tâches. Aujourd'hui, les technologies l'IA sont capables de faire atterrir des fusées qui vont dans l'espace, etc., atterrir sur des radeaux, capables de conduire des voitures, des bus sur des voies d'autoroute de manière autonome. Mais par contre, sur une chaîne de montage, de prendre un objet et en une fraction de seconde, ok, je me le pose à quel endroit facilement, ou faire mes lacets, par exemple, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Par exemple, chez Tesla, ils ont 80% de leurs chaînes de production qui sont automatisées. Ils ont essayé pendant un moment d'automatiser un truc très simple. Quand il y avait une pièce fabriquée qui sortait, un bras la prenait et devait la poser au bon endroit. Ils ont galéré, le bras éclatait les portières des voitures et se sont dit, l'humain encore pour l'instant, ok, en 2 secondes, il prend et c'est réglé. Donc il y a encore des choses très très simples sur cet exemple notamment, mais travailler sur les petites tâches. Les petites tâches, l'interaction avec le monde physique. Donc, vous avez dû voir des vidéos certainement avec des robots chez DARPA qui courent dans les prés, etc. D'autres qui font des saltos arrière. Donc un robot qui se balade dans un terrain naturel en mouvement, c'est une complexité sans fin, donc c'est un challenge incroyable. Donc le prochain robot qui fera du surf, moi je dis, ça sera une belle révolution. Ensuite, des machines plus rapides. Donc là, on arrive progressivement à l'ère quantique. Donc là, on va avoir un bond, si tout se passe bien, absolument incroyable. Donc ça va ouvrir encore des nouvelles perspectives. Ensuite, ces machines vont devoir développer quelque chose d'assez incroyable, leur sens commun et leur point de singularité, afin de ne pas constamment simuler la créativité ou simuler la traduction ou des schémas mathématiques, mais avoir leur
propre conscience et d'avoir leur propre conception à elles-mêmes, et pas seulement une simulation malgré des milliards de choses étudiées, mais leur propre point de singularité. Et ça fait partie des grâles extrêmement complexes à atteindre. Ensuite, que ces machines soient capables d'expliquer ce qu'elles font, pourquoi et comment. Moi, j'aurais bien voulu que l'IA m'explique tout à l'heure dans le film pourquoi, à un moment donné, l'acteur a recraché un œil. Ben, ça aurait été bien que l'IA dise, bon, ben, à ce moment, j'ai jugé que c'était bien opportun parce que l'autre, il avait... Enfin, il faudrait qu'elle nous explique, on ne comprend pas. Donc ça, mais expliquer pourquoi, c'est assez incroyable et on a vraiment hâte d'arriver petit à petit sur ces pistes. Ensuite, que les machines soient capables de donner leur opinion et pas seulement une simulation ou une répétition. Comprendre les routines humaines, ces petites choses qui parfois n'ont aucun sens, mais qui font toute la différence. Comprendre réellement les émotions humaines, donc on est sur la mallette de Minsky, et toutes leurs interprétations multiples. Donc un simple regard, un clignement de l'œil peuvent dire 1000 choses différentes. Et c'est pas seulement avec la reconnaissance faciale qu'on arrivera à s'en sortir. Donc là, c'est un terrain de jeu incroyable. Et enfin, être capable de comprendre des concepts d'idées originales et de rêverie. Et pourquoi pas après d'en rêver, d'en générer dans un autre sens. Donc le challenge, il est juste incroyable. Et donc, il faut se souvenir que derrière une IA, il y a toujours un humain. Donc le Skynet, clairement, c'est un film avec Terminator, c'est assez loin. L'intelligence artificielle fera toujours ce qu'on lui demande et apprendra de la manière qu'on veut qu'elle apprenne. Et donc, enfin pour finir, la créativité, elle va inexorablement évoluer. Et pour moi, tous les artistes et tous les créatifs vont en bénéficier, tous. Et nous tous ici, on contribue chacun à notre niveau, ceux qui en prennent à coder, ceux qui travaillent dans tous les départements, mais on y contribue chaque jour. Et pour moi, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que on va arriver à une intelligence artificielle, à une super intelligence créative dans les années à venir. Et tout simplement, moi j'appelle ça une ode à la créativité. Merci tout le monde. Comme j'ai dit en intro, je suis en train de créer une nouvelle société d'intelligence artificielle de la vidéo. Donc s'il y en a qui veulent rejoindre la fusée, c'est par ici. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Olivier? Tiens. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'intelligence créative sera plus créative qu'un être humain? Parce qu'aujourd'hui, je m'explique, un être humain est créatif parce qu'il a une culture, une expérience, et puis des expériences, et donc du coup, il a une inspiration. Et pareil avec l'intelligence artificielle, qui du coup est drivée par quelqu'un et qui lui feed plein d'informations, et donc du coup, elle va créer en fonction de toute la data qu'elle a collectée. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourra créer par elle-même, sans être feedée dans une catégorie spécifique, par exemple, des choses? Alors oui, l'IA va aller plus loin que nous au niveau créativité, parce qu'elle n'a aucune limite. Donc elle n'a vraiment aucune préconception, elle peut faire tous les assemblages dans tous les sens. Donc oui, elle va nous pousser dans nos retranchements. Des fois, ça va être difficile de la suivre. Mais par contre, ce qui va faire la différence toujours, c'est que nous, on sera capable de ramener les choses dans un contexte, ramener à un souvenir, ramener à certaines choses aujourd'hui complètement imperceptibles pour une IA, ramener à la mélancolie, à l'amour, à différentes choses. Et donc apporter au-delà de la cerise sur le gâteau, faire la différence. Mais en effet, on va être vraiment challengé par l'IA créative. Une petite question, on va dire deux questions. Sur les vidéos, est-ce qu'il y en a une seule qui est générée end-to-end, avec juste un dataset d'entraînement constitué de vidéos et qui génère au final une autre vidéo? Et après, sur les images générées, est-ce que vous avez vu, parce que bon, ce qu'on voit à l'heure actuelle dans la recherche, c'est beaucoup d'améliorations de choses qui ont été, on va dire, allez, il y en a deux principales, peut-être les GAN de 2014, et puis ce qu'on a fait avec les Neural Style Transfer.
Depuis, on fait plein d'améliorations pour les faire converger beaucoup mieux, plus rapidement, et avoir plus de détails, un peu plus de diversité dans ce qui est généré. Enfin, voilà. Mais est-ce que vous voyez une nouvelle révolution arriver dans ce domaine-là, donc pour la génération d'images et donc sur la vidéo, est-ce qu'il y en a une seule qui est vraiment générée end-to-end? Je pense pas, mais alors, je me trompe. En effet, générer une vidéo entièrement, aujourd'hui, c'est extrêmement early. On voit, par exemple, avec l'oiseau, on est limité à quelques pixels. On est, je crois, à 300 ou 400 pixels. C'est déjà très complexe d'arriver à générer. Alors, aujourd'hui, générer sur une taille d'une vidéo, c'est-à-dire du 1080p, par exemple, du 25 ou 60 images secondes, autant d'interpolation. Non, dans les exemples, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a entre deux, complètement avec NVIDIA qui génère des images, mais il y a le avant et après. Mais complètement généré, aujourd'hui, pas encore. Également, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit beaucoup d'expérimentation, mais sans cet attrait créatif, sans vraiment la créativité, on reste aujourd'hui dans l'expérimentation. Donc, j'attends que certains prennent la balle au bon pour arriver à mixer une techno, une autre, et aller dans cet exemple d'oiseau, de Flintstone, et pourquoi pas commencer à craquer ce principe de génération. Ça a répondu à ta question? Et sur la génération d'images pure, est-ce que vous voyez une révolution arriver au-delà un peu des GAN et des Neural Style Transfer, ce genre de choses? Ouais, j'en suis intimement convaincu. Ça va arriver. Mais dans quelle direction, en fait, c'est la question? Dans la direction d'être capable de créer de l'entertainment, créer de la vidéo, au même titre qu'on a pu voir la génération d'images, la reconstruction, etc. Et là, on va explorer ces champs au niveau génération vidéo. Ça va être complexe, mais moi, je suis prêt à faire le pari là-dessus. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Au fait, je veux savoir qu'est-ce que vous faites exactement à votre entreprise? Rendez-vous dans quelques mois. Mais pour en dire un tout petit peu plus, c'est une intelligence artificielle créative dans les métiers de la production de films. À suivre bientôt. D'autres questions? Pas d'autres questions pour Olivier? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée de comment l'IA, justement, avait à créer ce teaser-là? Est-ce que vous savez comment, en gros, s'y est prise pour justement créer ce teaser? Parce que c'est vrai que c'est intéressant et c'est plutôt très bien fait. Et est-ce qu'il y a justement des séquences qui ont été interdites, qu'elle puisse utiliser pour justement créer ce teaser? Voilà, je ne sais pas si vous avez une élément de réponse. De manière un peu plus précise, clairement, en fait, ils ont analysé chaque scène, chaque image, dont détecter du gros plan, du plan large, du travelling, du visage, des focus, des objets, etc. Ensuite, au niveau dynamique, c'est des paroles. Ensuite, retranscrire ces images de manière texte, donc passer de la reconnaissance d'images, de vision à du natural language processing, pour après dire, faites cette scène où il y a la femme et le robot qui sont face à un miroir, avoir clairement la scène décrite en texte. Et donc après, être capable de générer un teaser au même titre qu'un créatif qui dit, voilà, j'ai écrit le storyboard de mon histoire. Après, aller dans un sens, et après, l'IA a fait plusieurs expérimentations dans tous les sens, a généré teaser dans un sens, un autre. Ils sont descendus dans un niveau de granularité bas, et ensuite ils sont remontés en faisant des montages, en prenant ce bout. Ok, c'est bien en général de commencer un travelling avec un plan large. Ok, c'est bien quand ça monte en pression d'avoir des scènes qui s'enchaînent avec des gros plans. Ok, c'est bien d'avoir des plans vifs d'action au moment où c'est la fin du teaser. Et donc, ils ont fait comme ça, en partant dans un sens, en descendant et en remontant, en itérant. Bonjour. Je me demandais, est-ce que vous parlez d'intelligence artificielle créative, mais la créativité réside aussi dans les choses que l'on ne maîtrise pas. L'intelligence artificielle, c'est une systématisation d'un process qu'il exacerbe, qu'il pousse au-delà de ce qu'on pourrait faire dans un temps plus limité que ce qu'on pourrait faire. Mais les choses que l'on ne maîtrise pas, que l'IA pourrait écarter, et qui du coup ne resteraient pas dans sa mémoire parce que jugées comme inadéquates, qui auraient pu donner lieu à de la créativité,
ne serait-elle pas de la créativité cachée? Complètement. D'ailleurs, il y a des tableaux qui ont été peints par une IA qui vont être en vente bientôt chez Christie's dès le mois d'octobre. Donc oui, dans ce hasard des générations, il peut y avoir des choses intéressantes ou pas. Et nous, humains, on va être face à un dilemme incroyable. C'est-à-dire qu'en fonction de si on aura bien éduqué notre IA créative ou pas, eh ben, elle va générer 1 milliard de propositions. Humainement, ce ne sera pas possible de choisir. Donc ça va être à nous, humains, et avec notre expérience créative, notre jugement, etc., de se dire, ça, je considère que c'est bon. Je l'oriente dans cette direction, etc. Donc, un, on aura toujours notre place, et deux, oui, des fois, on sera dépassé, oui, on loupera des choses qu'on considérera comme incomprises, enfin, qu'on ne comprendra pas, qu'on considérera que c'est juste complètement fou, et qu'en fait, peut-être qu'elle avait raison. Donc oui, il va y avoir des points de friction, évidemment. D'autres questions? Tiens. Bonsoir. Merci pour l'exposé. Je voudrais savoir, c'est dans le cadre de bien comprendre votre sujet d'entreprise ou bien c'est juste pour nous faire partager l'évolution de l'intelligence artificielle que vous avez présenté ça ou il y a... je cherche à bien cerner. J'ai compris tout ce que vous avez décrit, mais je cherche à bien cerner un peu le but. Oui. Le but, je crée depuis toujours. À 5 ans, on m'a jeté à l'école des Beaux-Arts. Enfin, même un peu avant, je m'exprime d'abord par le dessin. Allez savoir pourquoi. Donc, je suis rentré aux Beaux-Arts. À 12 ans, je faisais mes premiers dessins animés sur Amiga 500. Ensuite, sur les premiers PC, je faisais mes premiers sites internet avec des photos, etc. Ma première start-up, c'était dans la vidéo et la musique. Ma deuxième start-up, c'était dans la vidéo et la presse. Et ma troisième boîte, c'est dans la vidéo. Je crée depuis maintenant 30 ans. Donc c'est une continuité. Donc si je vous présente ça, c'est parce que je suis extrêmement enthousiaste et je suis heureux de voir tout ce qui est possible. Donc j'embrasse vraiment ce futur de la créativité. Donc c'est déjà pour vous faire partager tout ça. Moi, ça me rend juste complètement fou de voir tout ce qui est possible. Et puis, évidemment, je vous donne quelques indices par rapport aux nouveaux projets, évidemment. Mais c'est surtout du partage. Surtout du partage parce que la technologie et la créativité, c'est un mix incroyable et on est sur un retour de la créativité. Et ça, moi, je le vis profondément. Merci. Pas d'autres questions? Bon, je pense qu'on peut encore remercier une nouvelle fois Olivier pour cette présentation.